2 rébellions ou 3 assiègent depuis quelques jours le pouvoir du général Tiani au Niger. Le front CRR pour Conseil de la résistance pour la République, le Front patriotique de libération et le Front patriotique pour la justice. Les 2 premiers s'étant manifestement fondus ou coalisés, leur objectif, obtenir la libération du président déchu Mohamed Bazoum et rétablir la légalité constitutionnelle. Alors c'est dit que je voudrais qu'on aille le plus loin possible dans l'identification de ces mouvements rebelles. Qui sont-ils? Quel est leur background? Quel est leur modus operandi? Alors, la question est très intéressante. Je pense qu'il faut regarder les facteurs internes et les facteurs externes qui expliquent l'éruption de ces mouvements rebelles. D'abord, sur le plan interne, quand on regarde le contexte de fragilisation du pouvoir du fait du coup d'État du 26 juillet 2023, a pu donner aux gens le sentiment qu'ils peuvent monter ce type de rébellion. À cela, à cette fragilisation du pouvoir d'État, est venu s'ajouter un autre facteur, c'est le rétrécissement de l'espace civique. Aujourd'hui, comme les gens n'ont plus la possibilité de s'exprimer par des voies démocratiques, certains ont recours à cette forme non démocratique pour réclamer paradoxalement la démocratie. Quand vous ajoutez ces facteurs externes aux facteurs exogènes, aux facteurs externes, particulièrement les endroits où cette rébellion s'est créée, c'est sur la frontière avec la Libye, l'Algérie et un peu le Tchad, l'extrême est du Niger, dans la région qu'on appelle le Kawar. Il y a une partie du nord du Niger qu'on appelle l'Aïr et une autre partie qui s'appelle le Kawar, d'où sont partis ces 2 mouvements rebelles. Vous savez, la destruction de la Libye par l'OTAN a créé un contexte favorable à ce type d'émergence où les gens peuvent aller, et absolument, les gens peuvent aller facilement chercher des armes, chercher des munitions, et puis dans le contexte de cette partie du Niger où il y a un terreau favorable, les jeunes n'ont pas d'activité, c'est facile de monter une rébellion, de réunir des jeunes qui n'ont pas de perspective particulière, de récupérer des armes en Libye et d'avoir une revendication de se déclarer mouvement rebelle. Voilà un peu pour les conditions dans lesquelles ces mouvements se sont créés. Maintenant, lorsqu'on regarde les mouvements tels qu'ils se sont créés, le premier qui s'est créé, c'est le CRR, le Conseil de résistance pour la République, de l'ancien ministre d'État Rissa Agboula. Rissa Agboula, c'est qui? Rissa Agboula a été un des dirigeants de la première rébellion Touareg du Niger de 1991 à 1995 qui s'est achevée par les accords d'Alger qui ont instauré la paix. Et il était ministre d'État sous le président Bazoum jusqu'au coup d'État. Donc quand le coup d'État est arrivé, il se trouvait à l'extérieur. Donc à partir de l'extérieur, à partir de Paris d'ailleurs, il a fait la déclaration de création. Pour l'instant, en ce qui concerne son mouvement, on n'a pas eu la preuve sur le terrain de son activité, de sa présence sur le terrain. Par contre, le Front populaire pour la libération de Mahmoud Salah, c'est le mouvement qui a revendiqué le sabotage d'un tronçon du pipeline. Mahmoud Salah, qui est-il? Mahmoud Salah, c'est un jeune Nigérien, un quadragénaire, on peut dire, qui a fait ses études au Niger et qui, après ses études, s'est lancé a été employé de la SORAS, la société de raffinerie des Anders, qui produit le pétrole, et qui, après avoir été renvoyé pour des raisons politiques d'ailleurs de la SORAS, était devenu consultant pour la CNPC, la Société nationale chinoise qui produit le pétrole au Niger. Et à partir de là, il a eu des problèmes avec le régime de Bazoum, il s'est exilé en Libye, et comme j'ai dit, il a pu monter sa rébellion qui aujourd'hui revendique la libération de Bazoum, une meilleure gestion des ressources pétrolières et un certain nombre de choses. Alors c'est un ennemi de Bazoum qui revendique la libération de Bazoum. Après, il y a eu une réconciliation. Il a été emprisonné 2 fois par le président Bazoum, mais il y a eu une réconciliation communautaire d'ailleurs. Il y a eu des démarches des personnalités qui ont permis qu'il se réconcilie avec Bazoum et qu'il porte aujourd'hui cette revendication de la libération de Bazoum et aussi d'une meilleure gestion des ressources pétrolières, ce qu'il aurait pu revendiquer, même au temps de Bazoum, puisque la gestion des ressources pétrolières n'est pas plus opaque aujourd'hui qu'elle ne l'a été pendant les régimes civils, que ce soit Issoufou ou Bazoum. Et l'autre mouvement, pour
poursuivre dans la présentation, c'est le Front populaire pour la justice, qui a été créé par un certain Mahamad Tori, qui est du Kawar et qui est de la région de Bilma, à 10 km. Bilma, c'est un des chefs-lieux du département de cette partie du Niger. Et il est né dans un village à côté de Bilma, à une dizaine de kilomètres. Lui est un ancien des forces de sécurité nigériennes qui a monté ce mouvement et qui revendique aussi la création de Bazoum. Lui, la libération de Bazoum et aussi le retour à la démocratie. Son fait d'armes a été l'enlèvement du préfet de Bilma, le commandant de la brigade de gendarmerie, qui sont encore d'ailleurs entre les mains de ce mouvement. Bon, voilà un peu le contexte. Mais pour compléter un peu cette présentation, vous savez qu'aujourd'hui, le Niger n'a pas que d'amis. Et dès que des mouvements comme ça se créent, c'est regardé avec beaucoup d'intérêt par des gens qui sont les ennemis du Niger, les ennemis du pouvoir militaire, et ils voient une opportunité de déstabilisation, puisque les Nigériens disent, je pense que ça a été une maladresse, quelqu'un a pu dire ici à Paris, officiellement, que maintenant, bon, puisqu'on n'est plus dans leur pays, on va les déstabiliser. Je ne sais pas s'il parlait à titre personnel, mais c'est clair que le contexte aujourd'hui de mésentente entre les Niger et la communauté, une partie de l'Occident, fait que si des mouvements comme ça se créent, les gens vont regarder avec beaucoup d'intérêt, même s'ils ne sont pas à l'origine, à supposer même qu'ils ne soient pas à l'origine, mais le fait que ça existe comme ça peut les aider à participer à la déstabilisation du Niger. Pour le Niger, et j'en termine par là, ce n'est pas une bonne nouvelle, ces rébellions, quelle que soit leur capacité. Et je ne suis pas sûr, et je suis même convaincu, qu'ils n'ont pas la capacité opérationnelle de débarquer sur Niamey. Rapidement, ils ne pourraient pas le faire. Mais le fait que le pays ouvre un troisième front, à côté de deux fronts qui existent déjà, le sud-est avec le Nigeria, où il y a Boko Haram qui sévit et qui est un facteur d'insécurité, le nord-ouest avec le Burkina et le Mali, où le groupe, que ce soit le JNIM ou les IGS existent, maintenant avec la création d'une difficulté sur la sécurité dans le nord n'est pas une bonne chose pour le Niger qui est déjà confronté aux défis sécuritaires et quelle que soit la solidité de son armée, c'est clair que c'est une préoccupation. Alors, comme tu es notre spécialiste sur ce plateau, c'est dit qu'on ne va pas te lâcher. Je voudrais te poser une question de but en blanc. Des puissances étrangères sont-elles connectées à ces rebelles? On se souvient que le livre de l'ancien ambassadeur au Niger, Sylvain Ité, avait été empêché de sortie par le Quai d'Orsay, notamment parce qu'il évoquait le soutien de Paris aux initiatives de Rissa Agboula, ancien chef rebelle dont on a parlé, désormais à la tête du front CRR, qui a l'air d'être le front le moins actif. Mais il y a quelques mois, on avait parlé déjà de quelque chose que préparait Rissa Agboula avec le soutien de la France. Oui, je pense que ici, sur ce plateau, on a toujours fait preuve de rigueur absolue dans ce qu'on avance. On a des indices, on n'a pas la preuve qu'une puissance étrangère, mais le simple fait que Rissa puisse faire cette déclaration à Paris et qu'il ne soit pas rappelé à l'ordre, puisque si jamais c'était, un asile politique qui lui a été donné dans le cadre du coup d'État, et souvent Paris exige une certaine retenue, une certaine la mesure. On se souvient que Guillaume Soro a été prié de partir parce qu'il gênait. Donc le fait que ça soit sur celui-là ou que ça soit même sur la création d'un gouvernement en exil du Mali qui peut avoir ses activités pion sur rue, Paris n'a pas les meilleures relations avec le Niger aujourd'hui. Même si la France ne participe pas à la déstabilisation, elle peut tolérer un certain nombre d'actes et le fait que le CRR puisse faire avoir des activités ici me semble être une sorte de tolérance, une sorte de bienveillance. En tout cas, les gens n'ont pas été, pour moins que ça, on peut être convoqué pour être rappelé à l'ordre quand on est un opposant. Et pour l'instant, bon, il y a la tolérance. Mais il n'y a pas d'éléments matériels pour être vraiment objectif qui prouvent que ces mouvements sont tenus par une puissance étrangère, par la France ou même par quelqu'un d'autre. Mais le fait que le pouvoir contre lequel on est soit déstabilisé, on ne peut pas s'en plaindre. Je pense que c'est de bonne guerre que les gens regardent avec bienveillance et peut-être même encouragement qu'on puisse faire de l'opposition à des régimes qui leur ont réglé des comptes, pour parler ainsi. Il y a un rapprochement des intérêts parce qu'on se souvient que Rissa Agboula
était en faveur d'une intervention de la CEDEAO alors après le coup d'État, tout comme Emmanuel Macron. Donc peut-être qu'il y a eu une convergence quelque part des intérêts entre la rébellion Touareg qui, étant proche de Bazoum, souhaitait un retour de l'ancien président, enfin, ou du président actuel aux manettes, tout comme l'exécutif français. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part les intérêts qui se sont rejoints de cette façon? Ah oui, c'est évident que... Même si on n'en a pas évidemment la matérialité, la preuve. Oui, c'est comme on dit souvent, quand on a le même ennemi, on devient presque ami. Aujourd'hui, c'est la junte qui est en difficulté avec la France, avec les mouvements rebelles dont on parle. C'est clair que moi, je n'ai pas la preuve, mais si jamais il y a une fenêtre d'opportunité pour que la France prenne langue avec ces mouvements, je pense qu'elle ne s'en priverait pas. Que ce soit de façon clandestine ou d'une façon officielle, je pense qu'elle ne s'en priverait pas. Mais pour moi, le simple fait que, vous savez, c'est pas, on est dans un régime démocratique et je sais de quoi je parle, mais les faits et gestes des gens sont scrutés, y compris à Paris. Si vous n'êtes pas écouté, on sait où vous allez, même si... donc le fait que ces mouvements puissent se réunir, faire des déclarations, faire des communiqués, sans que personne, à partir de la France, sans que personne ne puisse leur demander le moindre compte, me semble être un élément de bienveillance, indiscutablement, comme on a pu avoir la déclaration du MNLA pour la République de l'Azawad en ce moment, à partir de Paris. Et c'est un chef Touareg qui arrivait à Paris comme s'ils étaient en tournée, qui allait de média en média en donnant des interviews. Parfois, il y a de mauvais signes, quoi. Comment dire, l'histoire nous enseigne que les mouvements séparatistes Touareg ont souvent ce type de relations internationales. Alors, Jean-Paul, tout ceci se déroule alors que le Niger vient de chasser Orano, le géant nucléaire français, et que la crise entre le Niger et le Bénin autour du pipeline pétrolier se poursuit. Il y a quand même un certain nombre de facteurs qui font que le Niger s'est créé beaucoup d'inimitiés. Justement, c'est ce que je m'apprêtais a dit quand Siddiq disait que pour lui, il craint que ces différentes factions, ces différentes rébellions armées là n'aient pas la capacité opérationnelle pour arriver à Niamey, c'est tellement dégommer le régime qui est là actuel. Mais en réalité, en créant autant de fronts, en se faisant autant d'ennemis et d'adversaires, ce régime va entraîner, comme le disait Fabrice, une convergence d'intérêts et certainement en un espace de peu de temps, ils pourront trouver les moyens, la capacité opérationnelle pour pouvoir arriver à Niamey et faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire enlever Tchani et remettre Bazoum. Ou pas, c'est-à-dire qu'on a vu dans l'histoire récente en Côte d'Ivoire, les rebelles ne sont jamais arrivés à Abidjan, mais les rebelles ont pesé, ils sont arrivés au final avec, 10 ans plus tard avec les armées internationales, c'est-à-dire des rebelles, c'est toujours une armée de réserve, c'est toujours quelque chose qu'on peut activer. Même en RDC, Laurent Désiré Kabila a été au maquis pendant plus de 30 ans. Ce n'est jamais bon d'avoir des rebelles parce que le jeu international peut se saisir d'eux à tout moment. Absolument. Voilà, et pour revenir à Sidi qui disait qu'on ne peut pas avoir un certain nombre de preuves de collision entre les Occidentaux et ces organisations rebelles qui sont au Niger, mais qui se tait consent. Toi, tu parles de bienveillance, mais moi, j'ai envie de parler de consentement. C'est pas déclaré, mais c'est pas tout on déclare. Donc, je comprends la prudence et la mesure que tu as en évoquant cette question nigérienne. Là, c'est dû à la rigueur du scientifique que tu es, mais c'est clair et évident que Riss Agboula a le soutien du Quai d'Orsay. C'est pas le plus actif sur le terrain en même temps. Hein. Oui, en même temps, c'est le plus médiatisé, le plus reçu. Donc quand on voit cela, on sait qu'on veut lui donner aujourd'hui une place. Au-delà de sa présence, de sa force militaire, une place médiatique, on veut lui donner une vraie force politique, voilà, de sorte que demain, quand va arriver le temps des négociations, quand va arriver le temps du dialogue, certainement, il puisse avoir une place de choix.
En plus, on se souvient aussi qu'Emmanuel Macron avait, sur le Niger, eu des propos très malheureux en instrumentalisant la question ethnique et en évoquant des possibilités de massacre interethnique. C'était l'été dernier, Fabrice. Ça témoigne en tout cas d'une mauvaise analyse de base de la part d'Emmanuel Macron de la situation au Niger. C'est-à-dire quand on a vu qu'après le coup d'État, la première réaction a été d'aller tout de suite convoquer un conseil de défense, de montrer un peu les muscles, quoi. Alors que ce qu'exprimait à ce moment-là aussi une certaine partie de l'opinion nigérienne, c'était quand même une espèce de mesure d'écart avec la politique française, avec un peu comme tout ce qui se passe dans la zone avec l'AES. Je pense qu'il y a eu un problème d'analyse. Et pour revenir un petit peu sur la question de l'uranium avec Orano, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, celui qui maîtrise les mines d'uranium peut aussi avoir une force, une espèce d'influence importante sur le sort de ce pays. Et les groupes rebelles ont tout intérêt à mettre cette pression-là le plus possible pour pouvoir être aux commandes et peut-être faire revenir en quelque sorte dans le jeu Orano, parce que si le pouvoir central ne maîtrise plus ces zones, peut-être que Orano, avec son pouvoir un peu plus privé, peut essayer de se remettre en selle, quoi, en quelque sorte. Au fond, les études et les analyses dans les médias montrent que Orano peut se passer à court terme de l'uranium du Niger, mais vu la transition énergétique, l'uranium va devenir, le nucléaire va devenir quelque chose d'important et personne ne peut se passer d'un des... Non, mais absolument. Et il y a une très grande part de propagande dans la présentation disant que que les mines, que l'uranium du Niger maintenant n'a plus grande utilité. Ça, je pense que ça fait partie de la propagande qu'on entend ici à Paris et qui, à mon avis, est peut-être un narratif qui est construit, y compris par des gens qui sont soit proches de Orano, soit en tout cas qui ont intérêt à faire cette présentation. La France a exploité l'uranium du Niger pendant 50 ans. Et au moment où elle n'avait pas les autres partenaires, là, c'est l'uranium du Niger qui lui était utile. Maintenant, dire aujourd'hui que l'uranium du Niger ne sert à rien, c'est au-delà de l'ingratitude. En plus de ça, ce que les gens oublient souvent, et je le souligne, au Niger, la France n'est pas que... Orano n'est pas que... Orano n'est pas qu'acheteur. Il est acheteur et vendeur à la fois. Quand vous prenez la seule société qui marche aujourd'hui, la Somaïr, puisque la Cominac a fermé et Mourarel, le permis a été retiré, dans cette société, Orano a 67%, l'État du Niger n'a que 33%. Donc, je ne suis pas sûr que dans d'autres parties du monde, que le rapport de force peut permettre d'imposer ce type de partenariat. Et quand on regarde aussi les prix, jusqu'à ce que le président Tandja arrive au pouvoir et crée la Sopamine, Orano était chargé, Areva à l'époque en tout cas, était chargé d'extraire la production d'uranium du Niger et de vendre au nom du Niger à qui elle voulait. C'est le président Tandja qui a... Donc justement, le rapport était déséquilibré. Maintenant, lorsqu'on regarde même dans le contexte actuel, le contexte dont on parle aujourd'hui, c'est que l'uranium du Niger représente 25% à peu près des centrales nucléaires européennes, pas que la France. On parle d'autres parties. Donc, il n'est pas, à mon avis, il faut prendre garde à ne pas prêter une oreille attentive à la propagande qui est diffusée, disant que l'uranium du Niger... Ce que je voulais dire, c'est que, dans le fond, que ce soit utile dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, le Niger est stratégique, l'uranium et le nucléaire redeviennent extrêmement stratégiques, notamment avec les petites centrales nucléaires de nouvelle génération qui sont créées. Et la question, c'est est-ce que le Niger est trop stratégique pour que les Occidentaux acceptent de se faire... Eh bien, c'est parce qu'on parle toujours de la France. Mais la France est loin d'être le pays occidental le plus puissant. Les États-Unis aussi ont été chassés du Niger. Les États-Unis, quand ils pensent uranium, ils ne pensent pas à l'uranium civil, mais ils pensent aussi au nucléaire militaire. Et ils ont toujours des angoisses, même s'ils fabriquent des fake news à ce sujet, des angoisses et des cauchemars dans lesquels l'uranium du Niger sert aux ennemis des États-Unis. Non, les États-Unis, à la différence de la France, n'ont pas rompu avec le Niger malgré ce qui leur est arrivé.
Les États-Unis ont gardé la coopération civile et ont même donné de l'argent dans le contexte d'aujourd'hui, d'importantes sommes d'argent. On parle de 350 milliards qu'ils vont mettre à travers l'USAID au Niger, parce que eux, ils ont toujours leur agenda de ne pas partir totalement. Il y a des enjeux pour eux qui font que même si certains ont présenté leur renvoi militaire comme une humiliation, ils veulent encore continuer à rester et peut-être même par la suite, peut-être à trouver un accord pour revenir. Et si vous voyez d'ailleurs, l'Occident est divisé dans le cas du Niger. Les Allemands ont signé un accord pour rester. Et ils ont dit non, mais ce qui s'est passé avec la France, regarde la France, y compris sur le plan militaire. Il y a une présence militaire allemande qui n'est pas aussi importante. Mais les Allemands viennent de faire un accord avec le Niger pour rester en disant que notre destin, notre destin, nous les Allemands, n'est pas lié à celui de la France au Niger. Donc, il y a quand même des choses qui font que bon, les gens regardent leur intérêt et les Américains, moi, je vois leur positionnement au Niger. Ça veut dire que le pays présente pour eux un enjeu important et qu'ils ne veulent pas partir totalement. S'ils partent sur le plan militaire, ils peuvent, même s'ils n'ont plus de base, ils veulent rester sur le plan de la coopération civile, des activités, et aussi ça leur permet d'avoir une présence. Et la présence, il y a la présence officielle et ça peut avoir aussi la présence clandestine tant qu'ils sont là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une charte entre les pays de l'AES, une charte de défense entre les pays de l'AES, et qu'en cas de menaces importantes sur le gouvernement du général Tiani, peut-être que le Burkina, le Mali serait tenté d'intervenir en faveur de. On dit ça, mais en fait, Niger. De la coupe aux lèvres, il y a beaucoup, parce qu'en fait, ces pays déjà sont déstabilisés. Et puis, quand on regarde là d'où vient la conflictualité, ça vient de la Libye, ça vient du Nord. Et les pays à la frontière nord du Niger ne sont pas dans l'AES. Avant si on devait conclure, Fabrice a évoqué. Je ne pense pas qu'il est qu'aujourd'hui, en tout cas, peut-être l'avenir nous dira et je pourrais être démenti. Aujourd'hui, en tout cas, sur le plan de l'évaluation, les groupes tels qu'ils sont formés et là où ils se situent, ils n'ont pas la capacité de menacer directement la mine d'uranium qui est en activité, qui est celle de la Somalie. On a parlé du pipeline. Le pipeline, absolument. Le pipeline dans la région de... parce que le pipeline se trouve au sud-est. Il se trouve vers la frontière avec le Tchad et il descend de Difa pour arriver jusqu'au Bénin. Ce n'est pas leur principale zone d'activité. Mais c'est un défi sécuritaire. Le pipeline, c'est 1500 km. Est-ce que le le pétrole continue de... Non, là, le pétrole s'est arrêté, non pas à cause de la rébellion, mais à cause des problèmes avec le Bénin. C'est les problèmes avec le Bénin qui ont entraîné l'arrêt de la circulation du pétrole dans le pipe. Mais c'est un défi sécuritaire de sécuriser 1500 km de pipeline. C'est clair que c'est... Mais à mon avis, pour l'instant, les groupes rebelles, ils ont une résonance médiatique, on s'intéresse à ce qu'ils font, mais leur capacité opérationnelle ne me paraît pas totalement établi. Donc c'est pas suffisant, c'est pas assez effrayant ou inquiétant pour que ça mobilise les armées des autres pays de l'AES. Non, pas du tout. Non, moi je ne pense pas. Peut-être que vu de Paris, il y a un effet de loupe parce que effectivement le pouvoir militaire nigérien n'est pas populaire ici auprès des Occidentaux. Mais du coup, à chaque fois qu'il y a une espèce de début de menace contre la menace elle est circonscrite. Honnêtement, la menace elle a plus de médiatique que sur la réalité. Mais comme tu l'as dit si bien, Fabrice, c'est clair que vu de Paris, beaucoup de gens peuvent se mettre à se réjouir en disant que ces groupes rebelles vont déstabiliser le pays. Mais je pense que leur menace pour l'instant est circonscrite à la région du Kawar et je ne suis pas sûr même qu'elle puisse être importante dans l'Aïr, dans la région d'Agadez, a fortiori descendre sur la capitale. L'avenir nous le dira.